Bonsoir tout le monde. Je suis Ange Tetekwe Ayele, éducatrice spécialisée au cabinet de psychologie clinique mieux-être. Nous allons nous entretenir tout à l'heure sur la cohésion du groupe. C'est le module 2, comment instaurer et maintenir une bonne cohésion socio-professionnelle. Donc dans ce module, dans un premier temps, nous allons savoir comprendre ce que c'est que la cohésion. Ensuite, nous allons voir dans nos différents groupes comment nous pouvons créer et renforcer cette cohésion dans nos différents groupes d'appartenance. Ensuite, comment maintenir cette cohésion. Après l'avoir créée, renforcée, nous devons la maintenir. Comment est-ce que nous allons la maintenir? Et quand il n'y a pas cohésion, la non-cohésion, les causes et les conséquences, nous allons en parler. Et ensuite, les avantages de la cohésion socio-professionnelle. Voilà en bref le résumé de mon module. Merci. Donc le module 2 s'intitule « Comment instaurer et maintenir une bonne cohésion socio-professionnelle dans un groupe ». Next. La cohésion du groupe comme définition, c'est l'un des critères d'une bonne qualité de vie dans le groupe d'appartenance. Entre amis, entre collègues, il est important que nous entretenions de bonnes relations. Et ces relations-là nous consolident, tissent nos liens pour le futur et pour notre propre bien-être, comme vient de le dire la psychologue à l'instant. Donc la cohésion de groupe est l'un des critères d'une bonne qualité de vie dans n'importe quel groupe d'appartenance, que nous soyons en famille, entre amis, entre collègues, à l'église ou à la mosquée. Cette cohésion, quand elle n'est pas bonne entre nous, ça entraîne non seulement l'interpersonnel, c'est-à-dire les difficultés interpersonnelles entre amis, mais ils en pâtissent aussi nos objectifs, c'est-à-dire l'objectif du groupe, la performance du groupe. Ça agit sur la performance du groupe quand il n'y a pas une bonne cohésion. Donc nous allons découvrir ensemble dans cet échange les conseils, les méthodes pour créer une bonne cohésion dans nos groupes d'appartenance. Donc, quand on entend par cohésion socio-professionnelle, elle peut être définie étant comme la solidarité, le fait d'être liés les unes aux autres dans le respect, dans la dignité, l'autonomie personnelle et collective. Donc, la cohésion, c'est donc l'intensité ou le type de relation qui existe entre nous, membres d'un groupe. C'est encore les démarches mise en œuvre par chaque membre du groupe pour assurer le bien-être collectif. C'est la finalité du bien-être en quelque sorte, c'est-à-dire tout ce que nous faisons, toutes nos démarches, toutes nos idées, toutes nos pensées, nous devons en premier lieu penser au bien-être de l'autre, à l'objectif que s'est fixé le groupe. Donc, voilà un peu ce que c'est que la cohésion, la bonne entente en quelque sorte. Donc nous avons inscrit le mot cohésion dans notre contexte d'aujourd'hui. Donc comment nous allons voir tout à l'heure comment renforcer et créer la cohésion de groupe. Un certain nombre de conditions doivent être réunies pour que le groupe fonctionne bien, pour qu'il y ait de bons résultats. Donc pour ce faire, on parle de bonne cohésion. Dans un premier lieu, sur le premier point, avant que cette cohésion ne se fasse, il faut avoir un objectif commun, une vision commune pour avoir un bon groupe. Donc, même si chaque membre est guidé par un objectif personnel, ces objectifs personnels
La cohésion de groupe inspire l'adhésion à une vision de groupe commune à tous. Donc, chacune de nos actions doit favoriser le développement de l'esprit d'équipe. Elles doivent supplanter les intérêts individuels. Donc, pour avoir une bonne cohésion, on doit avoir une vision et un objectif commun. Et malgré nos objectifs personnels, la vision du groupe doit supplanter ces objectifs-là et nos intérêts individuels. Voilà en premier lieu. Sur le second point, il faut avoir créé une histoire commune ensemble. C'est-à-dire, à cette étape, nous permet de tisser des liens durables, créer des histoires communes, créer des liens, se rappeler, avoir les mêmes souvenirs. Ça nous permet de tisser des liens forts et durables entre nous, membres du groupe. Ceci à travers quoi? À travers les jeux, les activités, voire de simples moments d'échange. Rien qu'en échangeant, rien qu'en discutant, rien qu'en riant ensemble, ça crée des souvenirs communs et ça nous aide beaucoup à renforcer la cohésion du groupe. Chacun est amené dans ce cas à vivre des émotions positives dont la force est le fait de les avoir vécues ensemble. Donc le fait de vivre ces histoires ensemble, de partager ces moments de joie ensemble est une force pour le groupe d'appartenance. Donc si ces émotions partagées peuvent cimenter les relations, c'est parce qu'elles ont été vécues et ressenties au même moment. Et nous devons donc au quotidien chercher ces instants de façon régulière, ponctuelle, formelle ou informelle. C'est-à-dire, nous n'allons pas attendre qu'il y ait une réunion ou bien il y ait une rencontre avant d'avoir des échanges entre nous. Nous pouvons le chercher nous-mêmes, ces échanges, en allant les unes vers les autres. Voilà le deuxième point en ce qui concerne la création des liens et de la cohésion dans un groupe. Au niveau 3, sur le point 3, il faut favoriser la culture de l'échange, c'est-à-dire la communication. Développer un esprit d'équipe et de cohésion. Il faut parvenir à fluidifier les liens grâce à la communication et à l'écoute. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on échange entre nous pour créer des liens, mais il faut aussi avoir une oreille attentive et être à l'écoute de l'autre pour que la personne en face de nous sente que nous avons un intérêt envers lui à l'écouter. Ça renforce les liens et ça renforce aussi le groupe. Et il est important aussi d'inviter chaque membre à échanger, que chacun se sente libre d'exprimer. Ne pas monopoliser tout seul la parole, ne pas être au-dessus des autres, permettre aussi à l'autre de s'exprimer. Donc en cas de conflit surtout, en cas de conflit, la communication s'impose. Elle s'impose comme recours pour dénouer rapidement le point de tension qu'on ne peut ignorer ou éviter. Donc, on parle de communication, mais la communication est vraiment importante en cas de petits conflits. Donc, ne pas se taire sur les non-dits, essayer d'en parler pour dénouer le problème et se comprendre. Des fois, on pense que l'autre ne nous comprend pas, mais il suffit juste d'un petit échange ou peut-être d'une petite communication pour savoir que, au fait, l'autre pensait autrement alors que moi aussi je pensais autrement. Donc, un petit moment d'échange aide beaucoup pour la cohésion du groupe. Au point 4, avoir un leader exemplaire, c'est-à-dire les leaders, les présidentes, doivent être des personnes qui jouent un rôle clé dans la cohésion du groupe. Elle se place, le leader, c'est-à-dire la présidente, se place comme un garant du respect
son comportement faisant figure de point de repère. Donc, elle doit être exemplaire. Les autres membres du groupe doivent pouvoir compter sur elle et en tout point. Elle doit motiver, stimuler et réunir son groupe. C'est-à-dire, quand elle sent que le groupe est un peu nonchalant ou il y a une activité, c'est elle qui a le devoir de motiver le groupe, de stimuler les groupes, de rappeler les objectifs premiers, ce pourquoi on se réunit. Et elle a le devoir de motiver et de stimuler son groupe. Donc, elle doit également représenter un exemple, plus que quiconque. Elle doit faire naître l'envie de cultiver la cohésion. Donc, la présidente ou le leader du groupe joue un rôle vraiment, vraiment important dans la cohésion, dans l'entente, dans le bien-être, dans l'avancement même du groupe. Donc, elle ne doit pas être choisie au hasard. Donc, la présidente doit être choisie selon certains critères pour pouvoir bien jouer son rôle et pour que le groupe puisse avancer et atteindre ses objectifs. Donc, voilà les 4 points pour créer et maintenir une bonne cohésion sociale ou socio-professionnelle dans nos différents groupes. Nous allons continuer avec comment maintenir cette cohésion. Donc, le maintien de la cohésion du groupe se fait en continuant de créer des liens, comme nous l'avons dit un peu plus haut, et en sachant communiquer. Nous l'avons déjà dit aussi auparavant. Donc, ça rejoint le point 1 et 2 que nous venons dont nous venons de parler. Donc, le maintien du groupe rejoint la création et le renforcement de la cohésion. Le maintien de la cohésion du groupe rejoint le renforcement et la création de la cohésion, la bonne entente dans le groupe. Les causes et les conséquences de la non-cohésion. Quand il n'y a pas de cohésion, qu'est-ce qui se passe? Donc, les causes. Les facteurs qui favorisent la non-cohésion du groupe sont l'individualisme, c'est-à-dire chacun pour soi. Il est cité comme premier facteur fragilisant, donc 31% devant la discrimination, qui est de 15%. Donc les deux facteurs sont des facteurs clés qui ne favorisent pas une bonne cohésion, c'est-à-dire l'individualisme et la discrimination. L'individualisme, c'est ce que nous avons dit un peu plus haut, ne pas penser uniquement à ses objectifs personnels. Penser aussi à la vision du groupe, à tout le groupe et à l'objectif commun. Et quand on pense à nous-mêmes, cela crée un déséquilibre dans le groupe et ça crée une mauvaise cohésion. Et les objectifs ne sont pas atteints. Donc la discrimination, c'est de discriminer l'autre. Peut-être cette personne, quand on est ensemble, elle ne me plaît pas, sa tête ne me plaît pas, elle fait ci, elle fait ça, c'est-à-dire ne pas recevoir, accueillir l'autre comme nous-mêmes, avoir toujours des préjugés sur l'autre, parler toujours mal d'une personne, ça crée la zizanie, ça crée la mésentente dans le groupe et ça ne favorise pas la bonne cohésion et du groupe. Donc, comme conséquence, si les conflits ne sont pas gérés convenablement, ils peuvent avoir des conséquences négatives, voire dramatiques. Donc, tout d'abord, sur nous-mêmes, en tant que membres du groupe, s'il n'y a pas une bonne cohésion et qu'il y a des conflits, on peut noter la perte de confiance en soi. On vient d'en parler tout à l'heure. La perte de la performance du groupe, du dynamisme du groupe, et ça peut même aller sur les problèmes de santé. C'est-à-dire que nous ne sommes plus bien dans notre tête, ne sommes plus bien dans le groupe, et ça agit sur nous. Ça peut se faire ressentir par des maux de tête, ça peut se faire ressentir par la fatigue,
Ça peut se faire ressentir même par le fait de ne plus avoir envie d'aller à l'activité ou aux rencontres du groupe. Et ça conduit à des conséquences graves que nous allons tout à l'heure voir. Et la conséquence directe de cette cause, c'est le déclin du groupe, c'est-à-dire le groupe peut être dissous. Donc c'est la conséquence directe. Et si les conflits ne sont pas gérés, elles peuvent avoir des conséquences graves. Tout ceci va entraîner la baisse de productivité du groupe, la mauvaise image externe du groupe, le non-respect des règles par les membres du groupe eux-mêmes, la mauvaise communication, les mauvaises informations qui vont circuler et le mauvais environnement au sein du groupe d'appartenance. Voilà un peu les différentes conséquences que peuvent engendrer la non-cohésion dans le groupe. Donc, comme importance ou avantage de la cohésion du groupe, c'est d'être unis, confiants dans un climat sain, dans un dynamisme de partage des qualités humaines et professionnelles. Donc, la performance du groupe est plus efficace puisque les membres poursuivent les mêmes objectifs. Donc, l'avantage, quand on est cohérent, quand on est unis dans le groupe, c'est que le groupe a une très bonne performance. Et les qualités humaines se développent, l'amitié, le lien et les performances des membres qui poursuivent un même objectif. C'est-à-dire que le groupe est vivable, quoi. Tout le monde a envie d'appartenir à ce groupe. Et il y a une très bonne ambiance qui y règne. Donc, en conclusion, la cohésion du groupe booste le bien-être des membres et crée un environnement sain et serein, propice à l'épanouissement. Cette cohésion de groupe contribue au développement de chacun, à aller vers les autres, à s'adapter aux autres. Donc, il nous revient à nous, membres du groupe, d'assurer la cohésion du groupe auquel nous appartenons. Voilà un peu les différents points sur la cohésion, la bonne entente, la bonne humeur du groupe. Merci pour votre attention et vos questions seront les bienvenues. Il n'y a pas de questions? Oui, madame. Oui. Ma première question. Ma première question, déjà je tiens à vous remercier pour le développement de votre thématique. Et ma première question est celle-ci. Vous avez dit que le leader, c'est quelqu'un d'exemplaire, garant du respect et en fait de tout ce qu'il y a comme valeur dans l'entreprise. Alors si le leader flanche, qu'est-ce qui va se passer? Et si le leader, arrivé à un moment, n'arrivait plus lui-même, ayant aussi des difficultés à pouvoir maintenir la cohésion du groupe, qu'est-ce qui va se passer? La deuxième chose, c'est par rapport à la cohésion. On a parlé de cohésion socio-professionnelle. Alors, aidez-moi à savoir comment dire à mon directeur que je suis mal payé et que cela ne favorise pas la cohésion socio-professionnelle. Merci beaucoup. Merci. Je vais d'abord commencer à répondre aux deux premières questions. La question, c'était si le leader flanchait, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, pour choisir un leader, on ne se lève pas comme ça pour choisir un leader de groupe. Il faut d'abord voir le caractère ou bien la moralité de la personne qu'on choisit.
D'abord, nous avons ensemble un objectif commun. Est-ce que cette personne répond au profil? Est-ce que cette personne peut nous motiver, peut nous aider à aboutir à ce que nous recherchons? Et le leader, il faut dire que c'est aussi un être humain. Et, il a beaucoup de responsabilités en tant que leader et a besoin aussi de soutien. On s'attend souvent que notre leader fasse tout, c'est-à-dire il doit être au fourré au moulin si quelque chose n'est pas fait, même si les tâches sont divisées entre les membres du groupe. Au fait, c'est au leader que revient la responsabilité de répondre quand quelque chose n'a pas été fait. Donc, ce leader aussi a besoin de soutien de la part de ses collègues. Et quand il flanchit, il doit pouvoir aussi reconnaître qu'il est un être humain et demander de l'aide. Demander de l'aide. La psychologue m'a précédée tout à l'heure. Elle a dit beaucoup de choses. Et dans le domaine socio-professionnel, je crois qu'on a beaucoup de charges. Et en tant que femme, si nous sommes surtout des femmes, on a d'autres charges à la maison que des fois, en nous emmenant au service. Et tout ça là, ça chamboule la personne, nous, en tant qu'être humain. Donc, quand nous constatons que notre leader diminue la performance ou bien nous remarquons qu'à un moment donné, il n'y a plus la manière dont elle exécutait ses tâches, il y a un hic, nous pouvons quand même intervenir d'une manière posée, l'approcher, on a parlé tout à l'heure d'échange, savoir ce qui ne va pas et si possible demander de l'aide psychologique. Merci. La seconde question, c'était aller voir le patron pour lui demander d'augmenter mon salaire, c'est ça? C'est ça la question. Oui. Comme ça, on accepte, mais au fond, on ne travaille pas vraiment. On est, comment on va dire, les gestionnaires des ressources humaines parleront de congé intérieur. C'est-à-dire, tu viens, mais tu n'es pas là, en fait. Au fait, je pense que avant d'adhérer à ma fonction, j'ai des cahiers de charges. Et à travers ces cahiers de charges, j'ai un salaire. Et j'ai adhéré, malgré, même si le salaire est infime, j'ai vu mon cahier de charges et j'ai signé le contrat. Donc, j'ai d'abord le devoir d'exécuter ce que j'ai comme activité tout au long de ma journée et ensuite pouvoir faire une doléance si c'est possible ou si nous trouvons exagérés nos travaux par rapport à la rémunération, ensemble avec le groupe, avoir des discussions posées, cohérentes, non violentes et voir de quelle manière nous pouvons approcher, si c'est possible, le patron et revoir le cahier de charges et en même temps la rémunération si c'est possible. Merci. Ma question est relative à la communication. Comment on peut avoir une bonne communication avec des personnes qui n'ont pas de bonne approche? C'est-à-dire, quand tu lui parles, pendant que toi tu prends les escaliers, elle prend l'ascenseur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Expliquez-vous mieux. C'est-à-dire, tu es calme, tu expliques pour que la personne puisse exprimer son ressenti, mais elle est tellement dans l'émotion qu'elle te fait sortir des paroles encore qui te blessent toi. Et je pense que ça va dans tous les sens en même temps. Ok. Merci pour la question. Ça arrive très souvent dans un groupe. Vous êtes ensemble, vous discutez et une personne part en un quart de tour tout à l'heure. Vous lui parlez, cette personne ne vous écoute pas ou bien cette personne vous dit des mots blessants.
Au fait, c'est pas... Il faut choisir le bon moment pour pouvoir parler. C'est pas évident. C'est pas évident. Nous sommes aussi des personnes et quand ça se passe comme ça, nous aussi, on a un peu la rage ou bien on se fâche, on se retourne et on ne parle plus à cette personne. Mais c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de prendre du recul, laisser la personne prendre du recul et choisir le moment où vous sentez que cette personne est dans, disons, entre guillemets, dans son bon moment, vous le trouvez joyeux, ou bien vous voyez le moment où vous pouvez l'approcher sans qu'il n'y ait pas de dispute. Et à ce moment-là, vous pouvez en parler calmement. Et je pense que s'il n'y a pas aussi à ce moment un échange et que cette personne vous refoule, elle n'est pas encore prête à en parler et vous lui laissez le temps qu'il faut, ou si vous pouvez voir quelqu'un qui puisse être l'intermédiaire et dénouer la situation, c'est aussi possible, c'est aussi une solution. Mais ne pas tout de suite prendre aussi l'escalier, comme vous le dites, et se fâcher automatiquement. Oui, merci. Oui. Merci d'abord pour la présentation et pour vos présentations. C'est très intéressant et surtout très adapté parce que nos organisations, nos réseaux, nos mouvements, ce serait bien de vous avoir pendant plus longtemps pour aider à les construire parce qu'il y a souvent beaucoup de difficultés pour gérer et créer la bonne ambiance, cette cohésion de groupe auquel vous faites allusion. Mais seulement, je voudrais souligner que peut-être à l'inverse des exemples auxquels vous faites référence, ce n'est pas tout le temps qu'on a le choix de choisir le leader qui est devant le groupe. Ça dépend du contexte. Par exemple, moi, vous ne m'avez pas élu. Ouais. Donc, ce n'est pas tout le temps qu'on a ce choix-là. Parfois, on l'a, quand on l'a. Bon, on peut aller dans vos sens, mais à condition que les personnes qui font l'élection maîtrisent tout ce que vous êtes en train de dire, perçoivent ça dans la personne, qu'elles veulent le lire et le lisent. Mais parfois, ce n'est pas aussi simple. Oui. Parce que c'est la personne qui parle fort, la personne qui est la plus éloquente, la personne qui réussit, qui est élue. Ce n'est pas souvent la personne qui a toutes les bonnes caractéristiques. Oui. Donc après, on est obligé de faire avec. Oui. Et il y a des circonstances où ce n'est pas vous qui élisez. La personne, elle est déjà là et on doit faire avec. Et on doit travailler avec. Et surtout dans cet espace, on a face à beaucoup de leaders. Quelle que soit la manière dont elles sont venues à ce poste. Parce que pour la plupart de nous, nous avons créé les structures. Alors nous sommes à la tête à cause de ce fait et les autres font avec. Ça génère toutes sortes de problèmes. Parce que dans ce secteur non lucratif, ce n'est pas comme dans le secteur privé où vous créez votre entreprise de fait. Vous êtes à la tête et vous êtes la responsable incontestée. Ici, au nom de la démocratie, j'ai créé ma boîte, j'ai fait le même parcours qu'un chef d'entreprise, mais après, dit madame, au nom de la démocratie, nous pensons qu'il est temps que vous nous laissez la place. Et ça génère ses propres problèmes, ça génère toutes sortes de défis. Mais comme vous le dites, cette responsable a une responsabilité. Mais en même temps, c'est une responsabilité collective de l'ensemble du groupe parce que parfois, même pour créer des groupes, des initiatives, comme quelqu'un le disait aujourd'hui, hier, tout le monde dans le groupe veut être président. Alors, comment le groupe peut fonctionner? Si une équipe existe et tout le monde veut être chef d'équipe, parce que je ne vois pas comment c'est toi qui me commandes. Je pense que je suis aussi qualifiée que toi. Pourquoi c'est toi la présidente? Pourquoi c'est pas moi? D'abord, réglons ça. Et c'est quelque chose, c'est pas la présidente élue qui peut le régler, c'est pas les autres. Donc c'est quelque chose, je pense, qu'il faut qu'on aborde de toutes les manières parce que c'est un jeu. C'est un jeu de rôle. Quand c'est l'autre, on joue le jeu que c'est plus moi la présidente là, vous êtes la panéliste, c'est vous qui donnez. Mais si c'est l'inverse, c'est que c'est moi devant, c'est moi qui distribue. Mais c'est un jeu auquel on doit en permanence nous livrer.
Et il faut que dans les... Bon, l'exercice ne serait pas suffisant, mais j'espère que d'une manière ou d'une autre, on intègre. Parce que parfois, je me dis, si nous, les femmes, nous avons autant de problèmes, c'est parce que plus jeunes, nous n'avons pas joué au football. Nous n'avons jamais joué en équipe. Donc, on ne sait pas comment fonctionnent les équipes. Donc, maintenant, nous devons créer toutes sortes d'exercices pour rattraper ça, parce que ça vient de loin. Ce n'est pas spontanément que je pense que je vous dispute la présidence, mais c'est parce que je pense que c'est normal qu'au moins pour une fois, moi aussi, j'ai un peu d'opportunité dans la vie. Bon, etc. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Merci pour cet échange. C'est vrai ce que Madame vient de dire. Je pense que ce forum même, c'est déjà un début. Nous nous côtoyons tous ensemble. Nous savons un peu, nous voyons un peu la responsabilité des uns et des autres. Et ce n'est pas évident. D'abord, il faut que nous-mêmes, nous ayons un esprit d'humanité. Nous comprenons la personne qui est devant nous. Nous nous mettons, au fait, à la place de cette personne. Si nous nous mettons à la place de la personne, nous pouvons mieux percevoir ce que la personne ressentit et ne pas tout de suite avoir des préjugés et dire que si c'est nous qui étions là, ou bien si c'est nous qui étions devant, ça aurait pu être comme ça aurait pu être comme ça. C'est-à-dire les rôles peuvent être échangés, mais il faut que nous reconnaissons le travail que fait l'autre à côté de nous. Voilà un peu. Merci. Moi, j'ai une question, moi aussi, parce que j'estime que là où nous sommes, la majorité, nous sommes des organisations de la société civile, et qu'en Afrique, la plupart des organisations de la société civile se créent sans moyens, sans argent, et parfois même sans une très bonne structure qui peut générer l'argent. Donc, il y a déjà une institution dirigeante de cette ONG, un bureau exécutif par exemple, ou un conseil d'administration et autres, et les gens ne sont pas payés. La présidente n'est pas du tout payée parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est un travail de volontariat. Mais dans ce travail volontariat, il y a un leadership qui émerge. Et ce leadership, parfois la présidente, elle fait un travail, elle investit son argent dans la réussite de l'association, elle consacre tout son temps, le temps de son foyer, de son travail même parfois, et parfois ça porte atteinte à son travail qui lui permettre de vivre. Mais toujours, peut-être au niveau de son cercle, il y a des gens qui aspirent à ce pouvoir. Je ne suis pas contre. Mais est-ce qu'ils vont s'investir s'il y a un problème? C'est là où il y a le problème. Parfois, il y a de l'argent qu'on a besoin de mettre parce qu'on n'en a pas, l'association n'en a pas. Est-ce que cette personne qui aspire à remplacer la présidente ou remplacer l'une des membres de l'association, et surtout les présidentes, ne sont pas prêtes à dépenser un sou, ne sont pas prêtes à partir la nuit faire du travail, ne sont pas prêtes à s'affronter avec des autorités pour régler un problème de femme qui est là et qui est saillant. Dans ce cadre, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire réellement? Merci, madame. C'est vrai, ce sont des réalités que nous vivons. Je pense que pour choisir le leader, ça va de soi. C'est-à-dire, c'est la personne qui rassemble les femmes, par exemple, ou bien qui rassemble le groupe, la personne qui a des idées, une vision et partage avec les autres. Cette personne se dégage au fait un peu des autres membres. Et c'est ça qui fait qu'elle devient un peu leader ou bien elle prend le rôle de présidente. Et les autres aussi pensent qu'elles peuvent aussi, comme elle le fait, vaquer valablement à ces différentes occupations. Je pense que si c'est des associations ou bien des groupes à but non lucratif, les femmes savent déjà que c'est un sacrifice qu'elles font en venant ou bien que la leader fait en faisant les activités du groupe,
Je ne sais pas sur quelle base la leader est nommée ou la présidente est nommée, mais si elles peuvent partager l'expérience et voir comment ça se passe, et si elles sont à ce poste-là, voir si le groupe fonctionne encore comme... Ça peut être une petite expérience de 2 semaines ou une semaine, voir un peu, être dans la peau, au fait, ça peut être un jeu de rôle, être dans la peau du leader et voir un peu comment ça se passe, si elles peuvent, oui ou non, affronter cette situation-là, et ne pas être payées, mais travailler et laisser sa famille, même débourser son propre argent pour les autres, sans attendre rien en retour. C'est un grand sacrifice et je pense qu'on peut faire un peu ce jeu de rôle dans le groupe pour voir un peu si elles perçoivent au moins le sacrifice ou bien ce que le leader déploie comme énergie ou activité pour le bien-être du groupe. Je pense que pour que cette idée ne se développe pas entre nous, membres du groupe, à l'endroit du leader, il faut au moins que nous ayons des moments de convivialité, de partage, que la leader ne puisse pas aussi rester dans son coin, mais partager avec les autres membres du groupe ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent des fois quand il y a certaines personnes qui pensent qu'elle ne fait pas bien. Et ça se prête aujourd'hui à nos différents ateliers ce soir. Nous allons tous jouer ensemble, rester, partager des moments conviviaux pour voir, pour créer des liens, en fait, comme on vient de le dire dans la théorie, créer des liens, avoir de bons souvenirs. Et je pense que si on a l'estime pour quelqu'un ou bien estime pour la leader, on ne peut pas vouloir être à sa place ou bien prendre sa place. Ça doit être un consensus ou bien une entente entre le groupe pour voir si ça peut se faire ou pas. Voilà un peu. D'accord, Ouais. merci beaucoup. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir que faire si tu es dans un groupe où tu es mise à l'écart. Je m'explique. Tu es dans un groupe où tes opinions, tes idées ne sont toujours pas prises en compte. Même quand tu penses que tes idées sont nécessaires ou sont importantes pour passer d'un point A à un point B, autant pour moi, ou que c'est vraiment important pour le groupe. Mais cela n'est pas pris en compte. Que faire dans ce genre de groupe? Merci beaucoup. Merci pour la question. Si vous êtes dans un groupe, je pense que la moindre des choses, c'est d'écouter tout le monde, de prendre en compte les idées de tout le monde. Je viens de le dire tout à l'heure, ne pas mettre en avant ses objectifs personnels et plutôt considérer l'objectif du groupe. Je pense que si les objectifs et la vision du groupe sont considérés et que les propositions qu'en fait la personne ou bien le membre du groupe adhère au développement ou bien à l'avancement du groupe, il va de soi que ces idées soient prises en compte. Dans ce cas, nous allons parler, si ce n'est pas le cas, de discrimination. Et c'est ça qui crée la non-cohésion dans le groupe. Et cette personne, en tant que... Si son idée on ne tient pas compte de son idée, elle va se sentir discriminée. Et c'est déjà un maillon, un point faible pour la non-cohésion et le déclin du groupe. Merci. Oui, nous allons... Oui, avant la question, madame, s'il vous plaît. Il y a une image que j'aimerais partager avec vous et que nous puissions échanger un peu pour que vous puissiez nous dire votre perception, ce que vous pensez, ce que vous voyez par rapport à cette image-là.
Voilà. J'espère qu'on a observé l'image. Est-ce que cela vous inspire? Oui, madame, le micro. Moi, je remarque que je disais merci pour votre exposé. Merci, C'est madame, oui. très clair et instructif. Mais les autres ont servi d'échelle au leader qui, à son tour, leur a permis de monter la pente aussi. Ouais. Voilà. Une autre personne? Merci beaucoup pour votre exposé. Je pense que tout le monde a les mêmes objectifs. Ouais. Donc, toute l'équipe sont ensemble pour atteindre un objectif. Donc, c'est ça pourquoi ils ont essayé d'accompagner le leader Voilà. à pouvoir monter, pour pouvoir faire monter les autres. Voilà. Oui. Oui, bien, merci. Moi aussi, en voyant l'image, je pense que l'image vient nous expliquer en montrant que pour atteindre un certain objectif, disons un certain objectif, ça demande qu'il y ait la contribution de tout un chacun et avoir au moins des mêmes idéaux, des mêmes perspectives, des mêmes objectifs pour atteindre, disons, la réussite, pour atteindre l'idéal. Merci. Moi, j'ai vu que le leader, il n'est rien sans les autres, parce qu'il n'aurait pas pu arriver au sommet sans l'appui de toute l'équipe. Donc, c'est un travail collectif. Et une fois au sommet, en tant que leader, c'est important de toujours penser à amener les autres également en haut, donc à les pousser et à les aider à se réaliser. Bravo. Merci. Oui, je pourrais ajouter que ici, on pourrait aussi voir le travail que le leader a fait avant. C'est-à-dire qu'il y a eu ce travail-là de rassemblement, de faire en sorte que les autres comprennent l'objectif d'organisation. Et c'est pour cela qu'à cette étape, on voit qu'ils forment ensemble une équipe pour pouvoir aller au-delà avec, bien sûr, le leader devant. Oui. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous avez tout dit. Il faut un travail d'équipe. Le leader a besoin des autres membres du groupe. Les autres membres du groupe ont besoin du leader pour atteindre la vision et l'objectif du groupe. Merci. Madame avait une question? Oui. Oui, c'était à propos de la gestion des conflits. Vous avez donné les solutions, mais moi, je voulais présenter le cas où, au sein du groupe, il y a des personnes qui ne s'expriment pas et qui n'expriment pas leur mécontentement, leur ressenti, malgré toutes les, on va dire quoi, tous les dispositifs qui sont prévus. Et que lorsque on se rend même compte, ça veut dire on ne va même pas d'abord s'en rendre compte. Et que lorsqu'il arrive même qu'on s'en rende compte et qu'on essaye d'aller vers la personne pour savoir qu'est-ce qui ne va pas et que la personne vous dise que tout va bien, mais un comportement qui démontre que quelque chose ne va pas. Comment est-ce qu'on gère ce genre de situation? Merci. Nous le disons toujours, il faut une brise-glace. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont... chaque personne a sa personnalité. Il y a certaines qui ne parlent pas, ils sont là, ils observent, mais en retour, ils font des remarques négatives, par exemple, mais sans toutefois le dire à haute voix. Il faut toujours inviter cette personne. Le leader doit un peu être au-dessus des autres, malgré tout, et inviter toujours les membres à s'exprimer, à parler, à dire leurs ressentis. On ne peut pas forcer une personne à parler. On ne peut pas faire sortir les mots de sa bouche. Mais on peut toutefois créer un lien ou bien être peut-être avec la personne avec qui elle s'entend et passer par cette personne pour pouvoir créer un lien et avoir... lui permettre aussi de s'exprimer, mais si elle ne veut pas s'exprimer dans le groupe, oui.
cette personne doit pouvoir, à un moment donné, briser la glace. C'est-à-dire, il y a des team building que les organisations, bien les entreprises organisent, juste pour que les membres ou bien le personnel se sentent bien, le personnel puisse exprimer et ce qu'il ressent. Tu vas voir à travers les jeux, à travers les activités, cette personne-là va s'exprimer sans le savoir. C'est-à-dire que les jeux de convivialité, les jeux de mime, de tolérance de soi, d'expression, par exemple, c'est un jeu de rôle où la personne est obligée de parler et de dire. Et à son tour, il y a plusieurs techniques pour amener cette personne, bref, à pouvoir s'exprimer et pour qu'on sache ce qu'elle pense, en fait. Voilà. Merci. Ok, merci pour votre attention. S'il n'y a plus de questions, on vous souhaite une très bonne suite. On se retrouve tout à l'heure avec les activités de perles, de fabrication, de jeux, de relaxation. C'est à la plage, je crois. C'est où? Dans le jardin? Oui, on doit être en pantalon et... parce qu'on va faire des activités, des jeux. Tout à l'heure. À partir de... Il est 15 heures? Oui. Recording stopped.